Le sport sans limite. Au début des années 90, deux jeunes produits de l'organisation se sont joints à l'équipe et ils sont devenus le nouveau visage des Expos. Marcus Grissom et Delino The Shields. The Shields, un joueur de deuxième but, s'imposa dès sa première saison. Moyenne au bâton de 289 et 42 buts volés dans le rôle de premier frappeur. Joueur très intense, The Shields a volé 187 buts en 4 saisons à Montréal, dont 56 en 1991. Il formait avec Marcus Grissom un des duos les plus redoutables de la Ligue nationale. Tout comme The Shields, Grissom était rapide. Il a dominé la Ligue nationale pour les buts volés à 2 reprises. Et sa vitesse était un atout en défensive, alors qu'il a mérité 2 gants d'or avec les Expos comme voltigeur de centre. C'est pas une super vedette au baseball, mais Marcus Grissom faisait tout bien dans le champ centre. Il était toujours en dessous de la balle. C'était un bon premier frappeur. Il embarquait ses buts. Donc, c'est un gars qu'on pouvait s'identifier parce qu'on trouvait au moins qu'il faisait un effort sur le terrain. Le 3 juin 1991, après avoir subi 10 défaites en 11 matchs, les Expos remplacèrent le gérant Buck Rogers par son adjoint Tom Runnels. Malgré ce changement, la saison 91 fut vraiment une année de misère. Ils terminèrent au dernier rang de la division. En plus de voir la toile du stade se déchirer à la fin juin, l'équipe dut disputer ses 26 derniers matchs sur la route suite à l'effondrement d'une poutre du stade. Les seuls points positifs cette année-là eurent lieu en l'espace de 2 jours à Los Angeles. Le 26 juillet, Mark Gardner avait un match sans point ni coup sûr après 9 manches face aux Dodgers. Le seul problème, le pointage était toujours de 0-0. Gardner accorda son premier coup sûr en 10e manche et les Dodgers marquaient 1 point quelques minutes plus tard. En plus de perdre son match sans point ni coup sûr, il subissait la défaite. Mais les partisans des Dodgers n'avaient encore rien vu. 2 jours plus tard, Dennis Martinez passait à l'histoire en lançant un match parfait. Il retira les 27 frappeurs qu'il affronta sans qu'aucun d'entre eux ne puisse se rendre sur les sentiers. Il devenait seulement le 5e lanceur de l'histoire de la Ligue nationale à réussir pareil exploit. J'ai 2 souvenirs de ce match parfait. Il y en a un, c'est bien sûr la tradition du Dodger Stadium que les gens vont quitter après la 7e manche. Je me souviens encore, on présentait le match à RDS et on vient d'une pause et on montre des images du stationnement au Dodger Stadium et on voit les voitures et les gens qui quittent le Dodger Stadium alors que Dennis Martinez est à 6 retraits de lancer un match parfait. Et ensuite, lorsqu'on arrive en 9e, les gens qui sont demeurés, eux sont debout et encouragent Dennis Martinez, même si c'est contre les Dodgers, on encourage Martinez à lancer un match parfait. Frappé solidement en direction de champ centre. Long course pour Grissom. Il a de la place. Partie parfaite pour Dennis Martinez. 27 frappeurs qu'il a affrontés. Il les a tous retirés. Dennis Martinez. Un match parfait pour les Expos. Quel moment incroyable dans la vie de Dennis Martinez et aussi dans ma carrière comme commentateur, d'avoir la chance de décrire le premier match parfait et le seul match parfait de l'histoire des Expos. El Presidente est incroyable. Je veux dire, c'est un gars, moi, que j'admire
parce qu'il avait tellement des bonnes habitudes de travail. Je veux dire, c'est un gars qui courait à tous les jours. Quand il faisait ses séances d'entraînement sur les lignes de côté, c'était toujours sérieux. Il ratait rarement la zone des prises. Alors, tu voyais qu'il était dévoué à son art. Il en avait tout le temps contre la direction de l'équipe, contre un joueur ou deux. Il était toujours en train de critiquer. Et j'ai compris par la suite pourquoi il le faisait, parce qu'il était toujours à son mieux quand il était dans une situation de controverse. Alors, et généralement, ces déclarations, il les faisait avant de lancer, la veille ou 2 jours avant. Alors, ça le motivait, mais il était toujours à son mieux dans ce temps-là. Lors de l'ouverture du camp d'entraînement de 1992, peu de temps après la guerre du Golfe, le gérant Tom Runnels fit beaucoup jaser en se déguisant en général d'armée. Il dirigeait l'équipe comme s'il dirigeait une bande de collégiens. Je me souviens qu'à un moment donné, il avait mis dans le vestiaire des Expos la liste des 7 ou 10 commandements que tous devaient honorer, un peu comme les commandements de la Bible. Alors, j'avais trouvé ça un peu bizarre, un peu curieux, et puis les joueurs s'en étaient moqués. La direction des Expos procéda à un autre changement de gérant le 22 mai. Philippe Alou devenait le premier gérant originaire de la République dominicaine. Là, ils nous ont surpris avec Philippe Alou, qui ont parachuté dans une situation tout croche. Le club était dernier, ça allait tout croche, puis là, les gars, ils ont dit, moi, je suis sûr que c'est comme ça que les dirigeants des Expos, ils ont pensé, on dit, ben, on va finir avec Philippe, puis on changera de gérant à la fin de l'année. Mais là, bonhomme, sorcier à ses heures, te revirer ça, mais pas à peu près. Moi, c'était une des saisons, un des virages les plus spectaculaires dans le corps d'une saison. Parce que c'était vraiment une équipe, il y avait du talent, mais c'était poche. Âgé de 57 ans, Philippe Alou n'allait pas rater sa chance. Après des débuts ordinaires, il a réussi à gagner le respect de ses hommes. Il avait le don d'utiliser le bon joueur au bon moment et la bonne stratégie en temps opportun. Il exploitait au maximum les forces de chacun et l'esprit d'équipe était à son meilleur. Cette année-là, les Expos terminaient la saison avec 87 victoires, 16 de plus que la saison précédente. Philippe Alou avait mené son équipe au 2e rang de la division. En tant qu'homme de baseball, en tant surtout de connaisseur, en tant d'anticiper le jeu, je pense que Philippe a été certainement un des meilleurs. Il n'a pas été le meilleur enseignant. C'est pas lui qui va prendre un jeune puis il va lui dire, écoute, voici, fais ci, fais ça. Mais il va encadrer le jeune. Il va faire en sorte que le jeune se sente à l'aise. Il avait des exigences. Il mettait la barre très haut. Autant pour les joueurs que pour ceux qui gravitaient autour de lui. Tu te souviens sa phrase célèbre, « This is the Major Leagues ». Alors, si vous pénétrez dans mon bureau, je m'attends à ce que vous soyez de calibre majeur, parce que moi, je le suis de calibre majeur. Les Expos, moi, j'étais tout jeune, j'habitais à Québec, et puis je me souviens toujours qu'en revenant de l'école, mon père était dans le cours, puis il écoutait les Expos radio. Donc, ça, c'est pas mal mes premiers souvenirs. J'arrivais de l'école, j'ai posé mon bicycle, et puis je jouais dehors en écoutant les Expos, en écoutant Claude Raymond et puis Jacques Doucet. C'est avec les Blue Jays de Toronto que Denis Boucher fit ses premiers pas dans le baseball majeur. Après quelques départs avec l'équipe torontoise en 91, il passa aux Indiens de Cleveland. Après de courts séjours dans les organisations des Rockies du Colorado et des Padres de San Diego, il voit son rêve exaucé le 10 juillet 93. On était en Arizona, à Tucson, et puis c'était avant le match, le gérant m'appelle dans son bureau, puis et je me souviens encore, il me dit, tu t'en vas chez vous. Je commence ça, je m'en vais chez nous. Il dit, il dit, t'es échangé à Montréal. Fait que là, c'est sûr que j'étais content, j'avais les larmes coulaient, puis je suis ressorti, j'ai annoncé au gars, puis j'ai pacté mes choses. C'est un jeune homme heureux qui rentre au pays. Après un court séjour au niveau 3A, Denis Boucher fait son entrée au Stade olympique. En ce lundi de fête du travail, ils seront plus de 40 000 spectateurs pour souhaiter la bienvenue aux gauchers de 25 ans. J'avais toujours hâte de commencer à m'habiller. J'avais une petite routine, puis tu sais, 1 heure avant, je commençais à m'habiller, je fais mes étirements, puis là, je regardais toujours l'heure. Y a-tu l'heure d'y aller, là? Quand je suis rentré dans le stade, j'ai entendu l'ovation, le monde qui se sont levés, et puis ensuite de ça, quand j'ai commencé à lancer dans l'enclos, puis au début du match, évidemment. Fait que ça donne toujours une petite sensation, un petit boost pour le match. Et je me souviens, lorsque j'ai quitté le vestiaire pour me rendre dans l'abri, dans l'enclos d'exercice,
moi, j'étais nerveux. Et parce que la dernière chose que je voulais faire, c'est échapper des balles dans l'enclos pour justement nuire à la concentration de Denis, parce que je savais que lui, il était vraiment concentré sur son match, puis j'étais convaincu qu'il voulait que rien n'arrive là, de négatif pendant la préparation. Alors, j'étais très nerveux comme receveur, mais j'ai pu me calmer quand j'ai vu comment Denis avait un sang-froid incroyable ce journée-là. Je veux dire, la seconde qu'il a mis les 2 pieds sur le terrain, la foule a commencé à crier. C'est une des plus belles ovations que j'ai eu la chance de voir pour un lanceur. Et naturellement, il y avait le côté fierté à être québécois. Tu te dis, Calais, c'est Denis Boucher. Je pense que c'est pour ça que j'étais nerveux aussi. Et le lanceur pour les Expos cet après-midi. And pitcher for the Expos today, de la Chine, Québec, Denis Boucher. Ben moi aussi, j'étais nerveux pour lui. Puis j'étais bien fier parce qu'on avait un autre Québécois qui venait nous aider, puis on n'était pas les seuls. Parce qu'on a eu un laps de temps qu'il n'y a pas eu grand Québécois. Même avant nous autres, je pense que la dernière fois qu'il y avait eu des Québécois, je pense que c'était dans les années 30. Puis ça, c'était Claude Raymond et moi qu'on est arrivé dans les années 60. Il y a une trentaine d'années qu'il n'y avait pas de Québécois qui ont joué les majeurs. Mais là, l'avenue de Denis Boucher, c'était un événement, puis il l'a prouvé, il a bien lancé, puis on était très fiers pour lui, tu peux être sûr. Les Rockies qui avaient quand même de très bons frappeurs de puissance. On pense à des Andrés Galarraga, Dante Bichette, Charlie Hayes. Alors on disait, ce sont des frappeurs droitiers de puissance face à un gaucher comme Denis Boucher qui n'avait pas une balle rapide, explosive. C'était peut-être pas le meilleur scénario pour lui pour faire ses débuts à Montréal. En 6 manches, il n'a accordé qu'un seul point mérité sur 6 coups sûrs à la puissante attaque des Rockies, permettant aux Expos de remporter la victoire. Par après, j'ai eu un petit peu des émotions mixtes par rapport à ça, parce qu'ils ont des joueurs qui, parce qu'on était dans une course au championnat, il y en a toujours qui ont dit, écoute, on rappelle un Québécois, puis il est juste là parce qu'il vient d'ici pour amener du monde dans le stade, et puis là, on est dans une course, puis il faut gagner, pourquoi que c'est lui qui lance, puis écoute, il y a des joueurs qui n'étaient pas contents de ça, évidemment, donc ça fait, il y avait une petite friction un petit peu avec d'autres joueurs à ce moment-là. Denis Boucher a eu droit à 4 autres départs en 93. Et lors du dernier jour de la saison face aux Pirates de Pittsburgh, il mérita une 3e victoire en 4 décisions. C'est John Wetland qui termina le match, pour ainsi inscrire le plus haut total de sauvetage en une saison dans l'histoire des Expos, soit 43. On avait toute une équipe, puis on y allait. On était partis, tout le monde. Je sais bien que tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Je suis le premier à le croire. Ah, 1994. Les Expos avaient une équipe redoutable. Que ce soit les Fletcher, Alou, Grissom, Walker, Cordero, Lansing, Martinez, Hill, Wetland ou les autres. Tous mettaient la main à la pâte et rien ne semblait pouvoir arrêter l'équipe de Philippe Alou. La confiance régnait. Tous les jours, on se présentait au stade olympique ou sur la route. On savait qu'on était pour gagner le match. On ne savait pas comment, mais on savait qu'on était pour remporter la victoire tellement qu'il y avait une confiance au sein de l'équipe. Ça commençait avec Philippe. Jusqu'en bas, jusqu'au préposé au bâton, tout le monde était dans le coup. Et c'était une année incroyable. Moi, je disais tout le temps, ce club-là, c'était des parties de 6 manches. Il tombait en avant après 6, c'était fini, tu formais les livres. Moi, je le sais, on faisait nos livres, nous autres. J'écrivais mes histoires à la 7e manche, je vous le dis, là. Parce que à 9 fois sur 10, c'était fini. Ça, je disais, c'est un club, c'est fini. Ça va durer 6 manches. Je tombe en avant, on oublie ça, Rojas arrive comme 2e releveur, puis là, t'arrives à Wetland. Bon, c'est pas, c'était fini. La relève, Rojas, Wetland retire les 9 frappeurs qu'ils affrontent. Et quelle remontée des Expos! Le 11 août, les Expos s'inclinent devant les Pirates à Pittsburgh. Ce n'est pas la défaite qui fera mal, mais plutôt la grève déclenchée par les joueurs du baseball majeur ce soir-là. Les Expos ont le meilleur dossier des majeurs, 74 victoires et 40 défaites. Lorsqu'on regardait autour de nous, la plupart des joueurs
avait l'impression que c'était pour durer 2 semaines, 3 semaines maximum, et que le 1er septembre, tout serait réglé. On reviendrait pour le dernier mois de la saison. On pourrait compléter cette saison de rêve, terminer en tête, gagner le championnat et possiblement accéder à la Série mondiale. Mais malheureusement, le 14 septembre, voyant que les négociations n'allaient nulle part, les dirigeants du baseball ont pris la décision d'annuler le reste de la saison et les séries éliminatoires. Pour la première fois depuis 1904, la Série mondiale n'aura pas lieu. Parce que pour moi, 94, c'est plus qu'une saison frustrante. C'est vraiment l'abandon, le début de la fin, le signe comme quoi tout est terminé, la frustration totale. Et je suis convaincu que tous les Montréalais ont vécu ça de cette façon-là. The clubs are delighted to announce we have accepted the union's unconditional offer to return to work. The players are back, the game is back, and we are very happy about that. Au printemps de 1995, tout le monde était heureux que le conflit soit finalement réglé. Malheureusement, la grève avait coûté cher aux Expos et le directeur gérant de l'équipe, Kevin Malone, avait reçu ordre de couper dans la masse salariale. Pour ce faire, il devait échanger ses meilleurs éléments. Après avoir laissé partir le Canadien Larry Walker sur le marché des joueurs autonomes, il échangea le releveur John Wetland aux Yankees, le partant Ken Hill aux Cards de Saint-Louis et le voltigeur Marcus Grissom aux Braves d'Atlanta. De tous les joueurs obtenus dans ces échanges, seuls Roberto Kelly et Tony Tarasco ont réussi à avoir un peu de succès dans les majeurs. Philippe Alou, qui venait de vivre un camp avec les joueurs de remplacement pendant 1 mois, là se présente pour de vrais camps. Et ses premiers commentaires, lorsque les journalistes rencontrent Philippe Alou, il mentionne, il dit « J'ai perdu mon premier frappeur, mon 4e frappeur, mon partant numéro 1 et mon releveur numéro 1. Mais à part ça, ça va bien. » Avant le début de la saison 94, les Expos faisaient l'acquisition d'un jeune lanceur de relève des Dodgers, Pedro Martinez. Moi, j'ai eu la chance de voir Pedro dans l'organisation des Dodgers. J'ai joué avec Pedro, j'étais un de ses coéquipiers. Et je me souviens fort bien, lorsqu'il a été échangé, là, tout le monde criait de Lino de Shield, c'est le gars le plus populaire. Puis, moi, je me souviens, personne qui m'écoutait dans ce temps-là, mais je disais, attendez, là, je pensais pas qu'elle allait nécessairement gagner le trophée Cy Young, mais je savais que c'était un gars spécial, qui pouvait être un jour dominant. Converti en partant, il est rapidement devenu une valeur sûre. En 1997, c'est 17 victoires, 305 retraits au bâton et sa moyenne de points mérités de 1,90 lui ont permis de remporter le trophée Cy Young remis au meilleur lanceur de la Ligue. Chez les lanceurs des Expos, c'est le plus beau talent naturel que j'ai vu. Une balle rapide absolument incroyable et surtout du guts. Mais pas à peu près. La balle rapide à l'intérieur, quitte à atteindre les frappeurs, lui, il avait décidé que pour être respecté, pour s'imposer dans la Ligue majeure, la seule façon, c'était de lancer à l'intérieur. Bien, ça a créé des mêlées générales. Tout le monde courait après Pedro. Il était considéré comme un chasseur de tête. Mais il a fait ses classes à ce niveau-là, qui est devenu un des meilleurs lanceurs du baseball. Dans ses premières années, tu ne savais pas s'il était pour avoir une bataille le soir ou il était pour lancer. Fait qu'il y avait toujours quelque chose de nouveau avec Pedro. Et deuxièmement, tu savais que Pedro était pour devenir son 100 %. Tu savais qu'il se présentait au monticule avec une chose en tête, puis c'était de gagner, remporter le match. Après 4 belles saisons à Montréal, il fut échangé aux Red Sox de Boston en retour des lanceurs Carl Pavano et Tony Armis. Une fois de plus, pour des raisons financières, les Expos laissaient partir un des favoris des Québécois. Il ne pouvait pas se débarrasser de Pedro Martinez. Il venait de gagner le Cy Young. C'est un lanceur qui était en début de carrière. Il allait ensuite, ses meilleures années étaient encore devant lui. Puis on se débarrassait d'un Pedro Martinez. C'est là que j'ai réalisé que c'était probablement la fin. Que les petits marchés dans le baseball, les petits marchés comme Montréal, allaient avoir beaucoup de difficultés dans l'avenir. En 1996, un 3e et dernier Québécois réussit à se rendre jusqu'au grand club. Derek Aucoin, un géant de 6 pieds 7 pouces de la Chine, fit ses débuts à San Francisco le 21 mai. Malheureusement, son expérience des majeurs fut de très courte durée.
Il ne participa qu'à 2 matchs pour un grand total de 2 manches et 2 tiers. Plusieurs ont déploré le fait qu'en 36 ans d'histoire, bien peu de Québécois ont eu la chance de se faire valoir avec les Expos, autant sur le terrain que du côté administratif. Quand, en 1971, je suis arrivé au camp d'entraînement, Gene Mock, il dit « Ah, t'as signé un bon contrat, puis il dit ça va te préparer pour ta carrière à la radio et à la télévision. » Tu sais, déjà en 71, là, ça pensait ça dans mon cas. Si on m'avait offert un poste d'instructeur en 72, 73, je l'aurais accepté parce que j'aimais ça. Juste avant que je signe mon contrat avec les Dodgers, j'étais prêt, moi, à prendre, et à l'époque, là, 20 000 $ de moins. À 19 ans, là, tu te dis, écoute, tu peux prendre 20 000 $ de moins pour signer avec l'organisation des Expos. Puis ça n'a pas été suffisant. Et si on avait mis de côté, je pense, un budget pour les joueurs québécois ou canadiens, puis si une année ou 2 ou 3, il n'y a personne vraiment qui est intéressant pour eux, bien qu'on garde cet argent-là, puis qu'à un moment donné, il y a Éric Gagné, il y a un Denis Boucher, il y a ces gars-là qui vont arriver, puis il faut avoir l'argent, il faut peut-être avoir aussi l'intérêt de les mettre sous contrat. Assigner un gars du New Jersey ou de la Floride ou du Texas en 50e ronde ou prendre un gars de Montréal puis de le signer, ça revient au même. Le manque de respect qu'ils ont eu pour Pierre Arsenault, avoir un Louis Pujols comme instructeur et Pierre Arsenault, non, je regrette. Là. On n'en voulait pas de francophones puis ils n'en ont jamais voulu. C'était pas un joueur tellement doué défensivement. Il courait quand ça y tentait, mais il frappait à longue balle. Puis on le dit souvent, au baseball, la longue balle, c'est un spectacle qui éclipse tous les autres. Les gens sont fascinés par ça. Et puis, ça a pris quelques matchs. Il y avait des palettes de chocolat sur le terrain. Les frappeurs de coups de circuit, plus que n'importe qui, ont le don de conquérir des foules. Ça, il n'y a pas de doute, les gens tombent en amour avec ces gars-là. Il était sympathique en plus, mais lui, c'était juste la longue balle. De voir toutes les tablettes de chocolat au Henry lancées sur le terrain. Moi, je me souviens du petit Henry Rodriguez tout gêné dans la Ligue mineure, puis là, de le voir devenir une vedette. Ça, c'est plein de beaux moments. Avant 1996, Henry Rodriguez n'avait jamais frappé plus de 8 circuits en une saison. Cette année-là, il en frappa 36, établissant une nouvelle marque d'équipe. Il fut choisi joueur de l'année chez les Expos et il était devenu la coqueluche des partisans. Toutefois, après la saison 97, il était échangé aux Cubs de Chicago en retour de Miguel Batista. C'est clair que le stade olympique, pour nous, ne fonctionne pas. Il ne marche pas. Pour nos partisans, c'est nos partisans qui disent ça. C'est pas moi qui dis « j'aime pas ça être ici ». C'est un caprice de Claude Brochu qui veut déménager, que ça ne marche pas au stade olympique. Ce sont nos clients qui disent très clairement « c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut ». Ce que les gens veulent, selon Claude Brochu, c'est un tout nouveau domicile pour leur équipe au centre-ville. Le projet proposé par le président des Expos comprend un stade de 35 000 sièges construit au coût de 250 millions. Mais pour ce faire, Brochu a besoin d'une importante implication des différents paliers gouvernementaux. Brochu est convaincu que le gouvernement va s'impliquer, mais le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, lui réserve une surprise. On se rappelle qu'on a déjà un stade à Montréal qui a coûté quelques dollars, n'est-ce pas? Faut penser. On se rappelle qu'il n'est pas encore fini de payer. On se rappelle bien de l'état des finances publiques du Québec, des priorités, etc. Oui. Quand on ferme des hôpitaux, c'est pas sûr qu'on ouvre des stades, hein? Ce qui aurait été possible ici, toutefois, et c'était ça, dans le fond, le deal que Brochu aurait voulu, encore plus avantageux pour lui, mais le deal silencieux qui existait entre le gouvernement du Québec et c'est fait à part. L'effort qu'on lui demandait, 85 ou 90 peut-être même, c'est sûr que le gouvernement du Québec aurait embarqué par la suite. La pression aurait été sur lui. Et tout le monde l'aurait compris, parce que le gouvernement du Québec aurait fait de l'argent aussi. Il y aurait une source de revenus. N'importe quel gouvernement aurait pu l'expliquer à ce moment-là. Mais ce que Brochu voulait d'abord, c'est un engagement des pouvoirs publics, Ville de Montréal et gouvernement du Québec. Ottawa faisait simplement céder le terrain. D'abord, puis lui, il allait par la suite aller chercher garniture dans le secteur privé, ce qui était invraisemblable. Je ne vous apprendrai rien
en vous disant qu'à la suite du refus du gouvernement du Québec d'être un partenaire actif dans le projet du nouveau parc, nous nous sommes trouvés dans une forme d'impasse. Et j'ai donc proposé une solution de rechange aux autorités du baseball majeur. Et je suis très heureux de vous annoncer que nous en sommes venus tard hier soir à une entente qui, selon moi, rejoint les objectifs de tout le monde et qui permettra de donner la chance à des intérêts d'ici de sauver le club. Selon cette entente, Claude Brochu quitte son poste de président et commandité de l'équipe. En retour, les actionnaires québécois négocient un montant de compensation pour son départ. Maintenant, avec Jacques Ménard en tête, le comité de relance se voit imposer un délai de 150 jours pour trouver un successeur à Brochu et les fonds nécessaires pour la construction d'un nouveau stade. Je crois aussi que si, après s'être battu pour aller chercher une certaine forme de péréquation dans le partage des revenus, Claude Brochu avait utilisé les argents qui lui étaient remis dans cette péréquation-là pour le développement des joueurs ou garder les meilleurs éléments au lieu d'éponger certains déficits. Ça aurait pu faire une tournure d'événements très différente. Sauf que, d'après ce qu'on a su, ça n'a pas été confirmé nulle part, et c'est pas sûrement Claude qui va le faire, mais on a utilisé ces argents-là pour éponger des déficits, donner l'image d'une meilleure gestion et augmenter sa part du gâteau à la fin. Le 9 décembre 1999, les membres du comité de relance de l'équipe présentent à la presse montréalaise le sauveur, Jeffrey Loria. Marchand d'œuvres d'art, Loria était nommé président et commandité de l'équipe. Avec son beau-fils David Sampson, nommé vice-président des Expos, ce New-Yorkais semblait avoir les moyens pour assurer l'avenir de l'équipe à Montréal. À l'époque, j'ai cru que le problème était réglé. Quand Jacques Ménard a annoncé la venue de Loria, j'avais l'impression que c'était un mécène. C'était exactement le genre de gars que ça nous prenait, c'est-à-dire un crackpot de baseball avec de l'argent plein ses poches. Pour Loria, l'avenir du club passe également par la construction d'un nouveau stade au centre-ville. Le 9 janvier 2000, il dévoile la maquette de son stade, évaluée à 200 millions de dollars. Ça a été une période très difficile parce qu'on est parti, si tu me permets l'expression anglaise, d'un high extrêmement élevé à un down extrêmement bas. L'arrivée de Loria et Sampson avec leurs belles promesses, tout le monde était convaincu qu'on relançait l'équipe, que le stade allait être construit. Et soudainement, on s'est retrouvé à l'aube de la première saison sans contrat de radio, sans contrat de télé. Je me suis toujours posé la question après les faits, à savoir si ces gars-là étaient venus ici avec des bonnes intentions ou pas. Je pense au début, je peux dire que c'était le cas, mais je pense qu'ils avaient un mélange de naïveté et peut-être d'ignorance et mélangé un peu d'arrogance, ce qui est donc un mélange qui est quand même très dangereux et très néfaste. Je pense que l'attitude de Jeffrey Loria et de David Sampson était de dire, on arrive à Montréal, on doit refaire un plan d'affaires. Il y a des seuils minimums qu'on doit rencontrer. Le seuil minimum pour la télé, c'est X. Le X, c'était un très gros chiffre. Je pense qu'ils se sont dit, si on n'est pas capable d'atteindre ça, on sait que le plan d'affaires ne peut pas être réalisé et on va devoir plier bagages et partir ultimement. Alors, quand on a réussi, à l'année suivante, de décrocher une entente qui était convenable pour le réseau des sports, on était bien heureux de pouvoir présenter des matchs à l'antenne, mais pour moi, je savais déjà à ce point-là que c'était pas probable que l'équipe était appelée à partir. Lors du match d'ouverture de la saison 2000, c'est devant plus de 51 000 spectateurs que la nouvelle direction tente de redonner vie au baseball à Montréal. Malgré les apparences, les relations entre Loria et les actionnaires québécois étaient déjà très tendues. Loria et Sampson, on a bien beau de dire ce qu'on veut contre eux autres. On a bien beau de les traiter tous les noms imaginables, mais ils ne sont pas responsables. Ils font partie du groupe qui a laissé partir les Expos de Montréal. Les gens d'affaires du Québec qui sont allés chercher Jeffrey Loria, ça, je ne comprendrai jamais ça. Ce que je veux dire par ça, tu demandes à un gars de te mettre 70 millions, puis il n'en met pas. Il a mis 15 millions. Excusez, 17 millions. C'est ça qu'il a coûté les Expos. 17 millions, un bon deal, hein? À un moment donné, lors d'une réunion, une grosse réunion au mois de mai ici, au Stade olympique, et un des actionnaires donne un coup de poing sur la table, puis il dit « Je suis tanné de toi.
on t'achète ton 17 millions. Et pourquoi qu'au mois de mai, tu avais 17 millions, puis tu ne l'avais pas au mois de décembre? Pourquoi tu ne l'avais pas? C'est ça que j'avais compris. Et là, cette fois-là, ce qui a été menacé pour le racheter, il a donné un coup de poing sur la table, Lauria à son tour. Vous ne m'enlèverez pas mon équipe, c'est mon équipe, vous ne l'enlèverez pas. Les propriétaires ont tout tenté de le faire. Claude Brochu et Bud Selig ont empêché les propriétaires de mettre Lauria dehors. Ils l'ont empêché. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire les livres qu'ils veulent, mais c'est ça qui est arrivé, cet incident-là. Je n'oublierai jamais la conversation que j'avais eue avec Sampson au mois de décembre, qui a précédé le départ. Je lui avais dit, écoute, David, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent que ton beau-père va acheter les Marlins. Je crois pas ça, je crois pas ce que tu lis dans les journaux, il n'y a rien là-dedans. Pourtant, quelques mois après... Quelques mois après, en novembre 2001, le commissaire du baseball majeur, Bud Selig, convoquait les dirigeants des 30 équipes à une réunion à Chicago. Un des points à l'ordre du jour, l'avenir des Expos de Montréal. Et souvent, on voyait David Sampson qui quittait la salle de réunion, qui était en discussion avec Paul Beeston du baseball majeur. Et là, on souriait, on s'amusait, tout semblait bien aller. Alors, on se demandait qu'est-ce qui était pour être décidé ou discuté. Et là, finalement, au terme de la réunion, Bud Selig annonce la dissolution de 2 équipes. Et ce sont les Expos ainsi que les Twins du Minnesota. Alors là, je pense qu'on avait vraiment été surpris parce qu'on n'avait vraiment jamais parlé de dissolution auparavant. Et l'entente était que Jeffrey Lauria et David Sampson prenaient contrôle des Marlins de la Floride et que le propriétaire des Marlins, M. Henry, devenait propriétaire des Red Sox de Boston. Cette journée-là, pour moi, ça a été plus dur que le dernier match. Parce que là, j'étais convaincu, on savait qu'il n'y avait plus d'espoir, on savait qu'il n'y avait pas d'actionnaires locaux qui étaient là, qui arriveraient pour sauver l'équipe. À ce moment-là, pour moi, ça a été fini. Puis j'en voulais à ces gens-là du baseball, de un, parce que tu es une ligue, parce qu'il y a 30 équipes dedans. Aussitôt qu'il en manque une, ta ligue, elle n'a plus la crédibilité qu'elle a. Donc, ils ne sont pas occupés de cette équipe-là. C'est ça qui m'a fait de quoi. J'en voulais aux investisseurs locaux, en tout cas, aux gens ici qui auraient pu le reprendre. Je veux dire, on est... oui, le baseball a des problèmes, mais si nous autres, on n'est pas là pour faire pression pour que ces problèmes se règlent, bien, l'équipe, on va la perdre, puis c'est ce qui est arrivé. Après avoir échoué dans sa tentative de dissolution, le baseball majeur a été forcé d'assumer le contrôle des Expos. En 2003, afin de générer des revenus additionnels, on décida que les Expos disputeraient 22 matchs locaux à San Juan, Porto Rico. Malgré des résultats mitigés, moyenne de 14 000 spectateurs par rencontre, le baseball majeur décida de retourner à Porto Rico en 2004, au grand désarroi des joueurs. Les Expos sont devenus la risée. Il ne faut pas se le cacher. Les joueurs, lorsque leurs amis de d'autres équipes venaient leur jaser, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Mais voyons donc, mais ça n'a pas de bon sens. Puis dans quelle sorte de calendrier pour voyager? Écoutez, ça n'avait aucun sens. Que ce soit par leur talent, leur charisme ou leur intensité au jeu, plusieurs grands joueurs ont marqué l'histoire des Expos au cours des 36 années d'existence de l'équipe. Mais on avait gardé le plus talentueux pour la fin. Moi, j'avais ça un beau joueur de baseball, complet, là, et ça va jusque dans la tête aussi, là, une simplicité, une honnêteté dans son rapport avec les gens, avec les fans. C'est pas une tête enflée, là, j'aime un gars qui joue de la balle, comme on dit. Vladimir Guerrero est arrivé avec les Expos en septembre 1996 à l'âge de 20 ans. Même s'il n'a passé que 7 saisons à Montréal, les experts sont unanimes, Vladimir fut le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe. Il a connu 5 saisons avec au moins 30 circuits et 100 points produits. Il détient plusieurs records d'équipe. Plus de coups sûrs en une saison avec 206. Le plus de circuits avec 44. Et la meilleure moyenne au bâton, 345, lors de la saison 2000. Pour moi,
Lorsque Vladimir prenait part à un exercice au bâton, c'était un automatisme. J'allais près de la cage des frappeurs et je l'observais. C'était fantastique. La vitesse qu'il pouvait créer avec ses mains et son bâton était phénoménale. Vladimir, tu peux, on dirait comme Greg Maddox, tu es aussi bien de lui donner un but sur balle, mets-le au premier but parce que, comme lanceur, il n'y a rien que tu peux lancer que tu es sûr qu'il ne frappera pas. Là, tu peux lancer une balle par-dessus la tête, une balle à terre, puis s'il décide de swinger, de se lancer, il va peut-être la frapper l'autre bord de la clôture quand même. Hey, 2000 personnes dans le stade, puis il se défonçait, puis à chaque fois qu'il venait au bâton, on le regardait frapper. Moi, c'est un des joueurs, tu sais, il y en a bien qu'on ne regardait pas partout. Hein? Soyons honnêtes, j'allais me chercher un cornet ou un hot dog, parce qu'il y en a que je savais qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais Guerrero, je me levais jamais. Jamais, jamais. Je regardais, partout, je regardais, j'arrêtais. C'est un joueur, ça, tu peux pas dire ça de beaucoup de joueurs de baseball. À Montréal, on a eu comme ça, c'était Vladimir Guerrero. Je l'ai plus qu'apprécié, ce gars-là. Vraiment, pour moi, ça a été le plus grand athlète, tout sport confondu, qui a eu le nom de Montréal à sa poitrine. La balle est frappée, c'est en direction du champ gauche. À la piste d'avertissement, circuit. Vladimir Guerrero, Guerrero, Guerrero. On avait quelqu'un de très humble, on dirait que la campagne n'était jamais sortie de Vladimir Guerrero. On l'avait ici, ce bijou-là, qui était parfaitement pur et qui s'exprimait, comme tout athlète devrait le faire, exclusivement entre la ligne du premier et la ligne du troisième but. En dehors de ça, il y a bien des gens qui prétendent ou qui disent que c'était pas le plus brillant de tous. Moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Je lui ai jamais parlé. Mais il avait au moins l'intelligence de savoir qu'il n'y avait rien à dire. I am here today to confirm many of the rumors and innuendo and everything else that's been out there regarding the relocation of this franchise from Montreal to Washington, D.C. Le 29 septembre 2004, le président des Expos, Tony Tavares, annonçait ce qu'on redoutait depuis quelques années déjà, le départ du club. La destination choisie, la ville de Washington. Que les employés, la poignée qui restait au Stade olympique, aient appris via la télévision le matin du dernier match à Montréal que c'était bel et bien la fin des émissions, c'est un manque de respect total envers des employés qui avaient consacré une trentaine d'années de leur vie au bon fonctionnement de l'équipe ici et que, au cours des dernières années, avaient porté 2-3 chapeaux pour que l'équipe fonctionne à plein régime, même si on avait des effectifs limités. J'en tiens rigueur à Bud Selig. Je pense que le commissaire ne s'est pas comporté de la bonne façon dans ce dossier-là. Je pense qu'il aurait pu agir avec plus d'élégance. L'affaire qu'il y a dans ça, là, ça devient, comme on dit, comme les Américains disent, « no money, no candy ». À un certain moment, Brochu a demandé aux actionnaires québécois de remettre de l'argent dans le pot. Puis ils n'ont pas voulu. Puis là, après ça, là, c'était de même tout le temps. L'Ariat est arrivé, puis il a demandé aux gars de mettre de l'argent dans le pot. Ils n'ont pas voulu. Ça fait que, là, si t'as pas d'argent, tu peux pas suivre la parade. C'est aussi simple que ça. Ils étaient 31 395 spectateurs réunis au Stade olympique pour venir encourager une dernière fois nos Expos, nos amours. Chacun avait sa raison d'être présent. Certains voulaient être témoins de ce match historique, d'autres voulaient célébrer les 36 saisons des Expos à Montréal. Un très haut ballon à l'avant-champ. Mordecai sur la balle, saisi dans le territoire des balles en jeu. Alors, le match est terminé. Comme pour la perte d'un être cher qu'on savait condamné depuis longtemps,
Le départ des Expos aura attristé plusieurs amoureux du baseball au Québec. Une belle histoire d'amour venait de prendre fin. Le dimanche matin, le dernier match, il était à peu près 10h15. L'autobus était à 10h30. J'avais déjà ma mallette. Je m'apprêtais à sortir pour aller prendre l'autobus. Le téléphone sonne. C'est ma fille Nathalie qui m'a appelé. Puis elle dit, papa, elle dit, peut-être que je suis capable de mettre un rayon de soleil dans ta journée aujourd'hui. Elle dit, je vais t'annoncer que je suis enceinte. Ah ben là, le match de baseball, là, par-dessus bord, là. Ironiquement, c'est au Stade Shea à New York que les Expos ont disputé le dernier match de leur histoire. C'est à ce même endroit qu'ils avaient joué leur toute première rencontre le 8 avril 1969. Sur le terrain, ils étaient représentés par des Pascucci, Harris, Diaz, Church, Labandera. Nous étions bien loin des Stubbs, Carter, Dawson, Raines, Rogers et Guerrero qui nous avaient fait vibrer au cours des 36 dernières années. C'est Andy Chavez qui constitua le dernier retrait avec un roulant au deuxième but. Dimanche 3 octobre 2004, dernier match de l'histoire. C'est par une défaite de 8-1 qu'on tourna la dernière page du grand livre d'histoire des Expos, Nos amours. Parfois, on regarde. Ça a été une aventure formidable. Écoute, là, moi, j'ai eu du fun, ça n'a pas de bon sens. J'ai aimé, j'adore le baseball, je vais continuer à aimer le baseball. Moi, j'ai eu un fun noir à couvrir ça. Puis c'est à refaire, je recommencerai demain matin. Sauf les dernières années que j'ai trouvées absolument, qui étaient trop, tout simplement. J'ai vraiment pensé que, comme je les ai suivis pendant 36 ans, que la fin de ma propre vie à moi serait bercée par la présence des Expos. Je me voyais retraité, m'en aller à j'avais acheté mes sièges au stade de Brochu et de Laurier au centre-ville. J'étais convaincu que ce serait ça, moi, que quand j'aurais plus rien à faire, je lirais pendant la journée puis j'irais au baseball le soir. Et ça arrivera pas. C'est bien triste. Tu sais, moi, quand les Expos sont arrivés, j'avais 15 ans. Je commençais à apprendre qu'est-ce que c'est la vie. Puis quand les Expos ont quitté, j'en avais 50. Pour moi, c'est ma vie. C'est ma vie d'adulte. J'ai appris à aimer les femmes, j'ai appris à... J'ai eu des enfants, j'en ai perdu, Et tout ça avec en toile de fond l'éternel recommencement du baseball qui me sécurisait, qui commençait à la fin du mois de février, puis qui allait m'amener jusqu'à la fin du mois d'octobre, année après année. C'est des souvenirs, c'est que ça, puis pour l'instant, c'est dans des boîtes, mais il y en a beaucoup dans la tête aussi. Je revois des moments, c'est niaiseux, mais quand j'allais au camp d'entraînement avec mon fils, où j'ai amené mon père, j'ai amené mon beau-père. C'est des odeurs, c'est des sentiments qui me reviennent quand je pense au baseball. C'est plus là, puis bon, c'est plate, mais ça sera autre chose, tout simplement. Mais pour l'instant, ben, c'est là, puis c'est ce qui me reste pour moi. J'aurais aimé ça, au contraire, qu'on puisse aujourd'hui parler de l'édition 2005 des Expos. Qu'est-ce qui s'en vient, les jeunes, en espérant qu'on aurait parlé d'un nouveau gérant aussi. Puis qu'on fasse en sorte, tu sais, que d'autres générations puissent vivre ce que nous, on a vécu avec ce sport-là. Puis je pense souvent à mon petit gars dans ce temps-là, puis je me dis, Caroline, j'aurais aimé ça que lui puisse vivre ces choses-là aussi. Alors moi, le baseball, c'est les Expos de Montréal qui m'ont initié à ça et qui m'ont permis peut-être d'évoluer dans un sport que j'adore. Et comme je dis aux jeunes d'aujourd'hui, juste suivez l'exemple de Pierre Arsenault. Je n'étais pas assez bon pour être joueur, mais parfois, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et on peut faire quelque chose dans un sport. Et c'est pour ça que les Expos et un homme comme Ron Piché qui m'a donné la chance de mettre le pied dans la porte, je l'oublierai jamais, cet homme-là, parce que c'est peut-être
c'est peut-être l'unique individu qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à avoir un uniforme sur le dos encore aujourd'hui dans le baseball majeur, un sport que j'adore. C'est la fin de ma jeunesse un petit peu. Tu sais, le baseball, moi, j'ai joué au baseball junior pendant 9 ans avec mes chums, puis etc. J'ai toujours suivi le baseball, j'ai été chanceux, j'ai travaillé sur le baseball. Puis là, le baseball, ben, je me disais, peut-être qu'on va faire quelques matchs de la Ligue nationale, mais ce ne sera plus nos expos. Alors, c'était comme un déchirement. Quand je regarde ça, j'ai été vraiment choyé finalement. Malheureusement, les 5-6 dernières années nous laissent un goût amer. Mais lorsqu'on reparle finalement de nos meilleurs souvenirs, lorsqu'on revient sur les années 79, 80, 81, c'est là qu'on voit ce que les expos ont vraiment représenté. Alors pour moi, je vais toujours me souvenir de ces grands moments de l'histoire des expos. Je vais garder ces souvenirs beaucoup plus que les 4 ou 5 dernières années, alors que l'équipe était sur le respirateur artificiel. Une très belle aventure que j'espérais sans fin, que j'aurais espéré que ça se poursuive, être capable de donner le bâtonnet pour que quelqu'un continue. À Marc, principalement, c'était mon dernier adjoint. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mais j'aurais voulu que ça continue. C'est une tranche de vie. Ça a été une belle expérience. Maintenant, il faut passer à autre chose. C'est terminé. J'aurais aimé que ça se poursuive. Je crois que Montréal a sa place dans le baseball majeur. Montréal avait une longue tradition de baseball. Et puis, j'espère qu'éventuellement, le baseball va renaître à Montréal. Je pensais jamais que j'enterrerais les expos. Quand j'ai fait mon premier match des expos en 69, j'étais persuadé que les expos vivraient plus longtemps que moi. Mais c'est la vie.